Bienvenue dans French Baratin avec Raphaël, Sibylle et Cécile. En août 2025, j'ai postulé dans une association pour être professeur de français auprès d'un public migrant. Lors de l'entretien d'embauche, j'ai demandé pourquoi le contrat durait seulement 4 mois. On m'a expliqué qu'à partir de janvier 2026, les stages de Master 2 démarraient. Après avoir obtenu le poste, une de mes missions consistait à former de nouveaux bénévoles pour qu'ils puissent peu à peu animer des cours de français en autonomie. Le ton était donné. J'étais là en attendant une ressource gratuite. Cette situation a créé un sentiment étrange chez moi. Je me suis surprise à penser que les bénévoles et les stagiaires volaient le boulot des salariés dans les associations. Mais comment en vouloir aux bénévoles qui se démènent chaque jour pour pallier les problèmes de la société ? Comment en vouloir aux stagiaires qui cherchent à se former ? Comment en vouloir aux associations qui font tout pour survivre alors même que les subventions de l'État baissent de plus en plus drastiquement ? Par cet épisode de podcast, j'ai envie d'amorcer la discussion. L'idée n'est pas de trouver une réponse simpliste à un problème complexe. L'objectif est plus humble, poser les bases du sujet ensemble. Puis, pour les abonnés payants Patreon, vous aurez accès à plusieurs interviews pour changer de perspective et avoir une vision plus nuancée. Petit teaser, si vous voulez savoir si mon contrat a finalement été renouvelé, je vous invite à rejoindre notre Patreon, même comme membre gratuit. Un audio bonus vous y attend. Alors, Raphaël et Sibylle, êtes-vous prêts pour notre habituel quiz du podcast ? Oui. tout à fait. Je vais vous proposer quelques chiffres sur lesquels on est rarement d'accord parce que nous n'avons pas forcément les mêmes sources. On n'a pas de source du tout cette fois-ci. Ouais, voilà. Ah bon, bah ça va. Comme ça, ma parole sera d'évangile. Exactement. Alors, première question sur le sujet du monde associatif. Comment évolue le nombre de bénévoles entre 2010 et aujourd'hui, à votre avis ? Est-ce que c'est plutôt une baisse, une stabilité, une augmentation ? À mon avis, il y a une augmentation des bénévoles pour plusieurs raisons, parce qu'il y a de plus en plus de personnes à la retraite, donc ils peuvent avoir un peu plus de temps libre, et aussi parce que les jeunes s'engagent peut-être un peu de plus en plus, soit parce qu'ils ont envie de s'engager plus, soit parce que dans les dossiers scolaires, c'est de plus en plus attendu aussi pour avoir un parcours intéressant après le bac. Et aussi peut-être parce que les associations communiquent de plus en plus sur leurs besoins de bénévoles. En tout cas, moi, je pense que c'est ça. J'espère que je me trompe pas, sinon mes 3 arguments tombent à l'eau. Raphaël, à ton avis ? Moi, j'étais parti sur l'idée que ça allait peut-être, c'était resté stable, mais les arguments de Sibylle me convainquent assez bien, donc... Eh ben, sache, Raphaël, qu'il faut pas toujours se laisser convaincre, parce que le nombre est stable de bénévoles. Ouais. Malgré toutes ces raisons tellement pertinentes que j'ai avancées. Tout à fait. Tes arguments étaient très intéressants. On va revenir d'ailleurs dessus dans très peu de questions. Alors en fait, donc c'est France Bénévolat qui fait un rapport annuel et qui explique que le nombre de bénévoles reste stable, environ 19 millions. D'accord. Mais par contre, en pourcentage de la population, c'est en légère baisse. Voilà. D'accord. Alors, deuxième question. Parmi les associations, quel pourcentage ne fonctionne qu'avec des bénévoles ? Des associations où il y a 0 salarié, quoi. L'association s'autogère qu'avec des bénévoles. Tout à fait. C'est ça que ça veut dire. Pas la moindre idée. Un ordre de grandeur, peut-être ? Oui. 20%. 20% d'associations qui fonctionnent qu'avec des bénévoles. Ok. Ouais. Alors moi, je dirais beaucoup, beaucoup plus, parce qu'il y a plein de petites associations, donc je dirais 90%. Ouais, gros fossé entre vous deux. Et cette fois, il fallait écouter Sibylle. Ouais. Yeah. On est à 85% des associations qui ne fonctionnent qu'avec des bénévoles. Ah ouais, c'est énorme. Et j'ai été comme toi, Raph, j'ai été hyper étonnée. Je pensais l'inverse. Et en fait, j'avais pas du tout pensé à toutes les associations sportives, notamment, qui ont une énorme place en France, en tout cas. Ouais, mais même, je sais pas, je m'étais toujours imaginé que pour qu'il y ait un minimum de pérennité dans une association, il faudrait qu'il y ait des personnes qui travaillent de manière continue et qui soient du coup rémunérées, quoi. Ouais, c'est intéressant, effectivement. C'est vrai que sur des plus petites structures, Bah non. Bah, du coup, on peut s'imaginer qu'effectivement, ça fonctionne purement sur du bénévolat, ouais.
Oui, parce qu'une association n'a pas forcément une activité permanente non plus. Je veux dire, je pense à l'association de randonneurs de ma maman. Oui. Tu vois, c'est des associations de culture, de loisirs. Il n'y a pas besoin de salariés à temps plein non, pour c'est sûr. organiser des randonnées. Ça leur fait plaisir à eux de les organiser. Mais ce qui serait intéressant de savoir, c'est la durée de vie du coup des associations aussi, qui n'ont que des bénévoles. J'ai pas pensé à cette question. Ça peut être variable. Ouais. Mais ça peut durer aussi. Oui, Si oui. l'asso, elle a un vrai objectif, il y a une vraie motivation. Complètement. Il n'y a pas toujours besoin d'un travail conséquent pour faire vivre une association. Si le but de l'association, ça va être par exemple d'organiser un événement une fois par an, un petit événement, il y a quand même besoin d'une association parce qu'il y a une certaine organisation à avoir et peut-être de l'argent à mettre en commun. En revanche, il n'y a pas de quoi embaucher un salarié, quoi. Tout à fait. Le chiffre, du coup, c'était 85% ne fonctionnent qu'avec des bénévoles, 15% du coup avec des salariés, mais par contre, les salariés du monde associatif représentent 10% de tous les salariés en France. Ouais, j'avais vu ce chiffre et ça m'a impressionné. Je savais pas que le secteur associatif était si important. Ouais, complètement. Alors, question suivante, et là on revient sur les informations. Donc il y a déjà des réponses qui ont été apportées. Donc le bénévole, à quel profil en majorité? Enfin, si on devait dresser un profil du bénévole, quel serait-il? Donc Sybille, toi t'étais assez partagée entre les retraités, du coup, et les jeunes, notamment pour une question de CV. Oui, ou parce qu'aussi quand t'es jeune, t'as peut-être un peu plus d'idéaux parfois et un tout petit peu plus de temps aussi que quand tu es quarantenaire avec 2 ou 3 enfants. Oui, là pour le coup, sans la moindre influence de Sybille, j'aurais dit exactement ça. D'autant que ça colle avec mon expérience du monde associatif. Beaucoup de retraités parmi les bénévoles, aussi quelques jeunes, souvent dans une branche jeune de l'association. Et puis voilà, et effectivement moins de personnes dans la tranche. Dans notre tranche, quoi. Dans notre tranche, quoi, des gens qui travaillent, qui ont des enfants, quoi, et qui donc n'ont pas le temps. Tout à fait. Et je peux rajouter que c'est probablement un peu plus féminin que masculin? Oui, tu peux rajouter. Alors, elle peut le rajouter, mais est-ce que c'est vrai? Du coup, je vous donne quelques informations. Du coup, oui, en majorité, c'est évidemment donc les retraités et les jeunes qui rejoignent les associations. Par contre, il y a une baisse chez les retraités, notamment parce que la retraite recule. Et que du coup, quand ils arrivent en retraite, ils ont moins envie de s'engager de manière très régulière et de pas pouvoir, par exemple, partir en voyage ou se reposer. Voilà. Et par contre, il y a une hausse chez les jeunes. Et sur la question des hommes et des femmes, c'est assez équivalent, mais il y a une forte disparité, du coup, en fonction des secteurs des associations. Dans le milieu sportif, les hommes sont extrêmement présents, et dans le secteur social, les femmes sont extrêmement présentes. Donc voilà, c'est très genré, le milieu associatif. D'accord. Alors, 4e question. Il y a une tendance qui se dégage dans le type de mission pourvue par les bénévoles. Est-ce que vous avez une idée de laquelle? Est-ce que ça veut dire peut-être que c'est des engagements qui demandent moins de temps? Alors, pas forcément moins de temps, mais oui, c'est sur la question de l'engagement. Peut-être moins de compétences? Non, bien au contraire, presque. J'ai pas vraiment compris la question, en fait. Sybille a raison quand elle dit que c'est l'engagement, le type d'engagement qui est en train de changer. Ah, qui est en train de changer? Oui. Peut-être la diversité de ce que les gens font? Non. Aide-moi, Raphaël. Je n'ai pas la moindre idée de... Non, je sais pas, je suis perdu. Vous donnez votre langue au chat? Je crois qu'on ne sait pas, tu peux nous dire. En fait, les bénévoles ne veulent plus de l'engagement régulier, mais temporaire. Ah, ok. Ça peut être plein de one-shot, mais du coup, c'est pas sur de la régularité. Et du coup, ça peut avoir une tendance du coup à fragiliser les associations, puisque du coup, il n'y a plus cette certitude d'avoir toujours des personnes qui vont prendre en charge les différentes missions. C'était ça. Dernière question. Je disais dans l'introduction que les subventions de l'État baissaient. Quel est le risque donc pour les associations? Il y a beaucoup d'associations qui sont subventionnées beaucoup, voire tout à fait. Parfois peut-être même entièrement, je ne sais pas, mais voilà, par l'État. Et donc du coup, le risque est forcément qu'elles arrêtent de travailler et ne remplissent plus leur mission. Tout à fait.
Sybille. Ouais, je suis d'accord avec Raphaël. C'est que des missions qui ne sont pas assurées par un autre type d'institution ne puissent plus avoir lieu du tout. Tout à fait. Et en fait, 30% des associations employeuses, donc qui ont des salariés dans leurs effectifs, déclarent avoir moins de 3 mois de trésorerie. Et du coup, ça donne comme risque que 90 000 emplois sont directement menacés. Donc c'est assez important. Voilà. Alors maintenant, si vous êtes d'accord, on va passer du coup à vos expériences. Donc, mes questions. Est-ce que vous avez déjà été bénévole et ou salarié dans une association? Si oui, laquelle ou lesquelles? Que faisiez-vous? Y avait-il des bénévoles ou aussi des salariés? Et comment étaient répartis les rôles, si vous avez un souvenir? Est-ce que, Raphaël, tu veux commencer? Eh ben oui, je veux bien. Moi, j'ai été les deux. J'ai été bénévole et salarié dans des associations différentes. Donc, j'ai été salarié, c'était ma première expérience professionnelle, salarié au Mouvement Européen France. Donc, c'est la branche française du Mouvement Européen, qui est lui-même une association dont l'objectif est de promouvoir la construction et l'intégration européenne. On organisait des conférences, on participait aussi aux journées du patrimoine, avec des stands d'information et tout ça. Moi, mon travail, j'étais chargé de communication et de projet. Donc, je m'occupais du magazine et de la newsletter de l'asso. J'ai aussi géré un partenariat avec la SNCF. Donc, la SNCF, c'est l'entreprise qui gère les trains en France. Et donc, la SNCF et des lycées pour permettre à des jeunes de quartiers défavorisés de voyager en Europe, de faire un voyage en Europe. Trop cool. Voilà. Donc, ça, c'était en termes de mon expérience salariée. Alors, pour ce qui est du mouvement européen, c'était une association assez petite. On était une toute petite équipe de salariés, on était 8, quelque chose comme ça. Et il y avait des bénévoles, mais dans mes souvenirs, ça remonte un petit peu, ils étaient assez peu présents, sauf lors des journées du patrimoine. Et oui, il y avait aussi un peu des tensions entre bénévoles et salariés. Ouais. Et dans mon expérience, c'est quelque chose qui est le cas dans toutes les associations, en fait, tout simplement. Et c'est normal, ça s'explique, en fait. On va le voir après, ouais. Et donc, mon autre expérience, c'est que j'étais bénévole chez Amnesty International France, donc la branche française d'Amnesty International. Donc Amnesty, un petit peu plus connue, c'est une association dont l'objectif est de la défense des droits humains dans le monde, à travers différents types d'actions. Ils font des pétitions, ils font des enquêtes, ils font des rapports. Ils sont aussi reconnus au niveau des organisations internationales comme observateurs. Donc voilà, ils font aussi des rapports à ce niveau-là, quoi. Donc là, j'étais bénévole. J'ai été président de l'antenne jeune internationale. Donc il y avait plusieurs antennes jeunes à Paris, et donc une notamment qui était rattachée à la cité universitaire internationale. Donc voilà, j'en étais le président et j'ai aussi participé à plusieurs campagnes menées par Amnesty. Et là, donc, une asso de taille complètement différente, beaucoup plus grande, avec beaucoup plus de salariés, beaucoup plus de bénévoles, et une répartition des rôles avec en gros les salariés qui faisaient tout le travail déjà de gestion de l'association, mais aussi d'organisation des différentes campagnes en fonction des différentes compétences et des différents sujets. Et derrière, les bénévoles qui faisaient en partie le travail de réalisation, on va dire, de mise en œuvre. Et là aussi, du coup, des tensions un petit peu entre salariés et bénévoles. J'ajouterais que chez Amnesty, j'ai plus côtoyé de bénévoles, forcément, déjà parce que j'étais bénévole, mais aussi parce qu'il y en avait beaucoup. Mais je n'ai côtoyé aux deux niveaux, c'est-à-dire que j'en ai côtoyé au secrétariat. Au secrétariat, c'était beaucoup de personnes retraitées. D'autre part, comme j'étais président de l'antenne jeune, j'étais par définition avec des jeunes. Donc j'ai vu un petit peu ces deux aspects-là et aussi du coup différents aspects générationnels parce qu'au milieu, il y avait les salariés qui, eux, étaient la tranche du milieu, justement, ceux qui bossent. Donc on avait un peu les trois générations qui étaient représentées et je pense que ça, c'est peut-être un facteur aussi qui joue dans les potentielles tensions qu'il peut y avoir à l'intérieur d'une association, surtout d'une grosse association comme Amnesty, quoi. Voilà. On en reparlera aussi de ça, effectivement. Tu fais des parfaites introductions pour la suite. Sybille, à toi. Alors, pour ma part, j'ai jamais été salariée d'une association. Par contre, j'ai fait partie de 2 associations.
La première association dont j'ai fait partie, c'est l'APAS. C'est pas du tout connu, ça s'écrit APAHS. Et c'est l'association pour les activités autour de l'histoire à Sciences Po. Sciences Po, c'est là où j'ai fait mes études. C'est une toute petite association qu'on a quand même essayé d'agrandir un peu quand j'y étais. J'ai été vice-présidente puis présidente de cette association, mais c'est pas une grande gloire vu que c'est pas une association très renommée ou avec beaucoup de membres. Donc c'était pas très prenant, mais c'était sympa. On organisait quelques ateliers autour de l'histoire, une bourse aux livres sur le thème de l'histoire, etc. Donc là, aucune tension entre salariés et bénévoles puisque il y avait de toute façon pas de salariés. Ça aide. Ça aide. Les difficultés qu'il y a pu avoir, c'était plutôt de trouver des personnes pour reprendre l'association quand moi et les autres personnes du bureau auquel j'appartenais avons eu envie de passer à autre chose. On a trouvé, mais ça n'a pas été simple. Voilà, donc c'est plutôt effectivement faire durer cette association, la faire vivre sur le long terme qui n'était pas forcément évident. Et actuellement, je suis engagée en tant que bénévole au sein d'une association qui s'appelle Télémac et qui fait du mentorat. Donc le mentorat, c'est le fait qu'un adulte accompagne un ou une jeune qui vient d'un milieu social plutôt défavorisé et qui n'a donc pas l'habitude au quotidien de faire des sorties culturelles ou même qui ne reçoit pas les bonnes informations sur l'orientation scolaire. Et donc l'objectif du mentorat, en tout cas tel que je le connais avec Télémac, c'est d'organiser au moins une fois par mois une sortie culturelle ou sportive d'ailleurs, enfin une sortie intéressante pour le jeune que l'on suit sur le long terme, de la 5e, donc vers l'âge de 12 ans jusqu'à la terminale, jusqu'au moment où ils vont passer leur bac vers l'âge de 18 ans. Et donc l'objectif, c'est de leur faire découvrir beaucoup de choses qu'ils ne pourraient pas connaître par ailleurs, les aider un petit peu à trouver leur orientation, les aider par exemple à trouver des stages, et aussi développer leur confiance en eux. Ça, je pense que c'est un point très important. Voilà, donc moi par exemple, ma filleule... je l'emmène faire des activités artistiques parce qu'elle aime bien ça, des activités créatives, mais aussi on discute et donc ça l'habitue à discuter avec une adulte qu'elle ne connaissait pas au début du programme. Elle me connaît de mieux en mieux, mais en tout cas, voilà, on essaye de développer un peu sa capacité à être à l'aise avec des personnes d'un autre groupe social que ceux qu'elle fréquente habituellement. Et donc là, justement, il y a des salariés et des bénévoles, mais pour le coup, il y a absolument aucune tension parce que les rôles sont parfaitement définis. On ne pourrait pas, il y a aucune concurrence. Les salariés, leur objectif, c'est d'organiser le mentorat, d'animer en fait cette association, organiser des événements, trouver les mentors qui vont bien correspondre à des jeunes qui deviendront leurs filleuls. Et nous, les mentors, notre rôle, c'est d'accompagner le jeune. Mais du coup, voilà, ce type d'association ne connaît pas, à ma connaissance, de tension. Alors peut-être si on avait des salariés qui nous donnaient des conseils avec lesquels on n'était pas d'accord, ça pourrait arriver. Moi, c'est pas mon cas. La personne qui gère Télémac ne me donne que des bons conseils pour ma relation avec ma filleule, donc j'ai pas de problème comme ça et j'ai jamais observé la moindre tension. Et toi, Cécile, alors, qui a l'expérience la plus développée d'entre nous tous? Oula, non. Peut-être, enfin, c'est toi qui as posé le sujet. Ah oui, mais justement, parce qu'en fait, alors en tant que salarié, cette année, enfin en tout cas en 2025, c'est la première fois que j'ai rejoint une association. Et du coup, j'ai pu, grâce à cette expérience, découvrir un petit peu les coulisses, notamment sur les relations salariés et bénévoles, dont je n'avais absolument aucune conscience par le passé. Ah oui, d'accord. Donc non, j'ai pas du tout une grande expérience, mais du coup oui, en ce moment même, comme je l'ai expliqué, je suis professeure de français pour le public migrant dans une association. À l'heure actuelle, il y a 6 salariés et une dizaine de bénévoles. Et en fait, les cours de français sont répartis entre 2 salariés et 10 bénévoles. Mmh. Et donc, c'est là toute la différence entre Télémac et l'association dans laquelle je suis. C'est que pour une même mission, on a 2 statuts différents. En revanche, en tant que bénévole, alors j'ai eu pas mal de petites expériences. Alors, quand j'étais enfant-ado, en fait, je faisais du catéchisme et avec l'église de ma paroisse, j'ai pu prêter main forte à plusieurs associations. J'ai récolté de la nourriture dans des supermarchés pour les personnes dans le besoin. J'ai trié des sacs de bouchons en plastique pour qu'ils deviennent des fauteuils roulants. Ah oui. J'ai accompagné des personnes malades et handicapées à Lourdes.
À Paris, comme jeune adulte, j'ai rejoint une association qui organisait des événements pour les jeunes internationaux pour améliorer leur intégration sociale. C'était trop bien. J'ai fait de l'aide aux devoirs pour collégiens et lycéens des quartiers défavorisés et j'ai rejoint une association de zéro déchet pour organiser un festival. Super. Mais du coup, je me suis jamais posé la question, c'est pour ça que ça me fait rire de vous la poser. Je me suis jamais posé la question de est-ce que mes interlocuteurs étaient des bénévoles ou des salariés. J'ai jamais su en fait. Donc voilà, j'ai plein de petites expériences en tant que bénévole et une plus grande expérience en tant que salarié. Ok. Avant d'aller plus loin, un petit rappel. Nous produisons ce podcast sur notre temps et notre argent personnel et nous souhaiterions qu'il reste sans pub. Vous pouvez nous soutenir pour le prix d'un café sur Patreon, vous trouverez le lien dans la description. Vous pouvez également nous soutenir en nous laissant 5 étoiles et un avis sur votre application de podcast. Merci beaucoup à celles et ceux qui le font déjà. Pour commencer notre discussion-débat, je vais vous demander quelles sont les différences entre un bénévole et un salarié en termes de statut. Est-ce que vous avez une idée ? Le salarié est quelqu'un qui est embauché avec un contrat de travail et qui est rémunéré pour son travail. Il a des horaires et tout ça. Le bénévole n'est pas payé, n'a pas de statut particulier. Simplement, il vient travailler sans pour ne bien travailler pour rien. Non. Pour la reconnaissance pour la éternelle. reconnaissance éternelle, exactement. Tout à fait. Est-ce que tu vas rajouter quelque chose, Sybille, ou pas ? Non, le salarié, il est embauché et le bénévole, il peut aussi, en quelque sorte. Non, je veux dire qu'avec Télémac, par exemple, ils choisissent de te prendre ou pas comme mentor. Mais je pense qu'ils disent oui à quasiment tout le monde. C'est intéressant. Oui, Amnesty, c'était pareil. J'ai passé un entretien d'embauche, entre guillemets, pour devenir bénévole là-bas. Il y avait une sorte de petite sélection. C'était probablement au moins juste une petite réunion de rencontre pour voir qui j'étais. Qui prennent pas n'importe qui, quoi, entre guillemets. Ah, c'est hyper intéressant, ça. Mais donc ça, c'est un point commun, presque plus qu'une différence, c'est ce qu'on vient de dire, sur la possibilité d'être choisi. C'est ça. Même si c'est beaucoup moins poussé pour les bénévoles. Bien sûr, oui. Mais en tout cas, oui, vous avez dit la majorité. En fait, la chose que j'ai lue, que j'ai trouvée très intéressante, que j'avais pas en fait conscientisée, c'est le fait qu'un salarié a un lien de subordination que n'a pas le bénévole. Dans une asso ? Oui. Oui, alors oui, effectivement, ça j'y ai pensé là pendant qu'on parlait de nos expériences, qu'effectivement, chez Amnesty, le président, la présidente est bénévole de l'association et le conseil, l'assemblée générale sont tous des bénévoles, toutes les orientations sont définies par les bénévoles et le secrétariat est en théorie du coup aux ordres de l'assemblée générale et des bénévoles. Et d'où aussi des tensions potentielles, parce que les salariés, ils se voient eux comme non, on est payé, on bosse, on fait, c'est nous qui avons raison, d'une certaine façon. Mais bon, je sais pas si c'est ça que tu voulais dire. Oui, enfin en fait, en fait, t'as dit quelque chose auquel je n'avais pas pensé. Moi, je pensais plutôt dans le fait que, mais comme vous l'avez exprimé, mais pas en disant le mot, mais du coup, le salarié n'a pas le choix que de faire son travail, alors que le bénévole, il peut tout à fait, on peut pas lui dire quoi faire dans le sens, on peut pas lui donner d'ordre. Oui, d'accord. Oui. Mais par contre, oui, tu as raison. La direction de l'association, le bureau de l'association, doit être composé de bénévoles. Et par contre, du coup, un des points communs, c'est le fait que rien n'empêche une association de donner les mêmes missions aux bénévoles et aux salariés. Et là, donc, on a parlé des différences officielles, on va dire, de statut. Par contre, quelles sont les différences plus officieuses entre les bénévoles et les salariés ? Tu as déjà dit, Raph, le fait que souvent, il y a des bénévoles qui sont plus âgés et du coup des salariés plus jeunes, donc il y a effectivement des tensions qui peuvent arriver à cause de ça. Quelle autre différence, peut-être, dans les profils entre salariés et bénévoles pourrait amener des tensions ? Est-ce que vous avez des idées ? Alors j'ai une idée, il peut y avoir peut-être des différences de niveau d'éducation. Tout à fait. Je suppose que les bénévoles sont souvent plutôt dans la partie la plus éduquée de la population. Tout à fait. Les salariés, ça peut être très variable en fonction de leur poste. Oui, ça dépend vraiment des associations. Là, pour l'expérience que j'ai eue moi avec Amnesty, c'est par définition presque, j'allais dire, une association un peu
intello, entre guillemets, parce qu'ils travaillent sur des Ah, sujets... ils font des rapports, ils font des enquêtes. C'est des sujets qui demandent voilà, un certain niveau de connaissance, de maîtrise de certains sujets, etc. Donc, voilà. Et du coup, c'était à peu près pareil, disons, pour les bénévoles ouais. et les salariés. Ils avaient tous à peu près le même niveau culturel, on va dire, si on veut. oui. En termes de connaissances et tout ça, et de compétences. Et de catégories socio-professionnelles Et de catégories socio-professionnelles, oui, oui. Oui, oui. aussi? Ok. Oui, 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 oui. Parce que du coup, moi, de mon côté, de ce que j'ai pu lire, c'est que souvent les bénévoles sont de catégories socio-professionnelles supérieures. Mhm. Ça fait d'ailleurs partie du profil du bénévole, j'en ai pas parlé tout à l'heure dans le quiz. Par contre, en tout cas, beaucoup dans le secteur social dans lequel je suis actuellement, les salariés sont souvent en situation de précarité. Ah oui. Et du coup, ça peut générer des tensions. Ouais. En termes culturels, effectivement, il y a quelque chose de très proche, mais en termes de CSP, là, on est sur des catégories très différentes, et du coup, ça peut générer des tensions, des incompréhensions, des différences de réalité. Donc, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je pense qu'il y a une grande différence de... Enfin, une source de tension vient aussi des changements qui se font dans le temps. Mhm. Les bénévoles qui sont là depuis longtemps, souvent des retraités qui peut-être étaient déjà avant la retraite impliqués en tant que bénévoles, ont vu évoluer l'association, n'apprécient pas les nouvelles tendances, dans quelle direction va l'association, voilà, et les nouvelles méthodes appliquées par les salariés. Et Mhm. là, effectivement, ça peut coincer pas mal. Le c'était mieux avant Les fameux s'y c'était prête mieux plutôt avant. bien. Ouais, tout à fait. Ouais. Et il y a un cliché qui dit que les bénévoles apportent la générosité et les salariés apportent la compétence. Et du coup, un sentiment que les bénévoles ne sont pas compétents et que les salariés ne sont pas impliqués. Et aussi une tendance de la part des salariés à à en demander toujours plus aux bénévoles. C'est-à-dire qu'en tant que bénévole, il faut savoir poser des limites. Moi, c'était mon expérience chez Amnesty. C'est aussi ce qui m'a fait à un moment donné arrêter le bénévolat chez Amnesty. C'était que j'avais le sentiment qu'on m'en demandait de plus en plus. En particulier pour ce qui est du travail que je faisais au secrétariat national, donc dans les bureaux avec les salariés. Même si en partie ça m'intéressait, mais j'avais aussi à ce moment-là encore l'idée, le projet de travailler pour une association, donc une envie d'être embauché à un moment donné ou un autre. Donc le fait qu'on te demande de faire de plus en plus sans être payé, c'est quelque peu agaçant au bout d'un moment. Et voilà, donc oui, ça rejoint effectivement ce cliché. Mais après, effectivement, si tu es à la retraite et que tu t'engages comme ça dans une association et que tu es motivé et tout, qu'il n'y a pas d'enjeu au-delà de l'engagement, ben très bien. Et dans ce cas-là, peut-être qu'effectivement, on peut voir là l'engagement comme de la pure générosité, si on veut. Mais je pense que pour les plus jeunes, c'est peut-être plus difficile parce que eux, ils s'attendent peut-être à enchaîner sur un stage ou j'en sais rien, enfin, trouver une place dans le milieu du travail et du coup, c'est plus compliqué. À l'inverse de toi, peut-être, Raph, nous, je pense qu'on a une volonté, du coup, en tant que salarié, de protéger aussi les salariés, que le salariat se développe plutôt que les bénévoles. Et du coup, pas forcément vouloir demander trop aux bénévoles pour laisser la place d'avoir des salariés. Ouais. Oui, parce que tu disais que souvent le niveau culturel était similaire. Et effectivement, j'ai l'impression que les emplois salariés dans les associations, souvent, c'est quand même des personnes qui ont fait un certain nombre d'années d'études ou qui, en tout cas, ont des intérêts intellectuels assez développés, qui vont vouloir ce type d'emploi, mais par contre, qui vont être très mal payés, qui, justement, par passion, par intérêt d'aider les autres, vont accepter un emploi mal payé. C'est ça qui va créer le décalage peut-être économique, surtout social et économique, entre les salariés et les bénévoles. Et en fait, il n'y a pas de raison que ces emplois soient aussi mal rémunérés. Donc, je comprends que les salariés aient envie de pouvoir développer leur emploi, être mieux payés, etc. C'est ça. Et c'est là où le cliché finalement marche pas, quoi. C'est que les salariés, il apporte pas que la compétence, il apporte aussi la générosité. Il est là par passion et parce qu'il a envie de faire ce boulot. Sinon, il pourrait aller bosser ailleurs avec les compétences qu'il a, quoi. Oui, et en moyenne, les salaires sont plus élevés dans le privé que dans l'associatif. Donc c'est clairement, c'est clairement un choix. Et en même temps, moi, je sais que ça crée de la culpabilité de me dire que je peux pas être là le soir ou le week-end,
Parce que du coup, j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur aussi de l'enjeu. Sauf que sinon, après, si on met pas de limite, en fait, on fait que ça. Enfin, c'est pas évident. Je voudrais revenir, si vous êtes d'accord, à cette question d'entretien d'embauche qui m'a vachement intéressée. Oui. Parce que justement, il y a quelques temps, en fait, j'avais lu des personnes qui critiquaient pas mal le monde associatif pour cette tendance qui commençait à arriver de pas prendre le tout venant, mais justement de faire passer des entretiens d'embauche, en tout cas d'avoir une sélection plus ou moins poussée. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant parce que je ne suis pas sûre que légalement ça soit tout à fait autorisé. Une association, c'est entre des personnes volontaires. Enfin, je sais pas si on est obligé de s'associer avec n'importe qui, si on n'a pas envie. Ouais. Moi, je trouve ça même assez de bon sens, finalement, de voir si ça match, à la fois en termes de personnalité, si on a affaire à quelqu'un de sympa ou Oui. avec qui pour être agréable de travailler, et aussi vérifier, entre guillemets, que la personne a les compétences nécessaires, surtout dans une association. Du coup, je repense à Amnesty, une association comme Amnesty où il y a un travail assez plutôt intellectuel à fournir. Voilà, vérifier que la personne avec qui on va travailler sera en mesure de faire le travail qui lui sera demandé, parce qu'en l'occurrence, donc au secrétariat national chez Amnesty, c'est un travail qui est complémentaire de celui des salariés et qui, c'est pas juste ponctuellement sur une action, on tient un stand, on file des tracts à des gens, enfin, ce qui demande moins de compétences finalement. En même temps, ça rejoint ce que j'allais dire, c'est que il faut aussi vérifier que les personnes aient les bonnes valeurs et bien compris l'action de l'association. Oui, aussi, bien sûr. T'imagines, justement, je sais que dans les formations qu'on fait avec Télémac, ils font bien attention à ce qu'on ait compris ce qu'un mentor est censé apporter. Et pas qu'on ait l'impression qu'on est là pour sauver un pauvre petit jeune de banlieue. Il faut pas qu'on ait une vision discriminante des personnes qu'on est censé aider. Où on pourrait même imaginer une sorte de troll dans une association d'aide aux migrants. On pourrait avoir un raciste qui vient embêter les migrants. Donc il faut empêcher ça. Oui. Non, mais ce qui est intéressant, c'est du coup l'exclusion que peut-être ça peut amener pour des personnes qui n'ont peut-être pas beaucoup de compétences et qui du coup ne seront pas choisis. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez violent là-dedans. Mais bon, ça peut être un autre sujet, mais je trouvais ça intéressant. Et du coup, quand même, ces entretiens d'embauche, est-ce que ça ne montre pas une tendance à la professionnalisation des bénévoles ? Si, certainement. Et ça, c'est peut-être pas forcément une bonne chose. Comment dire ? Si, effectivement, ça revient à pouvoir se reposer sur des bénévoles là où il aurait été peut-être plus logique d'embaucher des salariés. Moi, j'ai un exemple comme ça, pour le coup. J'ai mis un jour sur LinkedIn une alerte pour les annonces qui parlaient d'histoire, puisque je fais de la recherche historique en indépendante, donc je voulais voir s'il y avait des choses intéressantes qui passaient. Et je reçois très peu d'offres, mais la grosse majorité des offres que je reçois avec le mot historien ou recherche en histoire dedans, c'est du bénévolat ou des stages. Et ça m'agace un peu parce que je me dis, mais attendez, en fait, le travail pour les historiens, c'est que du bénévolat et des stages. Vous pensez que c'est pas un vrai métier ? Et du coup, ça amène à dire qu'il y a des compétences qui, en fait, ne sont pas professionnelles parce que, entre guillemets, n'importe quel bénévole peut le faire. Ou en tout cas, assez de bénévoles peuvent le faire. Je ne peux m'empêcher, du coup, de prêcher pour ma paroisse. Parce que du coup, dans le secteur du FLE, donc le FLE, c'est l'enseignement du français comme langue étrangère. En fait, justement, c'est exactement pareil. Moi, j'ai une alerte sur Google pour les offres dans ce secteur-là. Et c'est une grande majorité de bénévolat et de stages ou de missions civiques aussi, en tout cas sur le public migrant. Et du coup, c'est hyper frustrant parce que ça crée une concurrence entre bénévoles et salariés. Du coup, il y a une offre et une demande sur le marché qui est très déséquilibrée. Et du coup, ça vient précariser énormément les profs de français langue étrangère. Et malgré alors c'est comme en histoire, on est peut-être un petit peu en dessous des historiens, mais on a un niveau d'études qui est au master normalement, enfin dans la plupart des cas, et ça engendre... Vous avez des compétences à part entière, quoi. C'est ça. Et je discutais avec mon compagnon qui a un collègue dont la femme était femme au foyer.
Et en fait, elle donne des cours de français dans une association pour le public migrant, mais du coup, vraiment sans formation initiale dans ce secteur-là. Et en fait, c'est dur parce que je suis hyper contente qu'elle donne de son temps. Ouais. Mais du coup, je me dis toujours, mince, à quel moment, du coup, notre métier, il est valorisé, notre compétence, elle est valorisée. Et en même temps, il y a une vraie professionnalisation des bénévoles parce que dans les associations, elles font les choses bien. Il y a des formations qui sont prévues pour les bénévoles et pour les salariés, mais du coup, ça crée un sentiment assez étrange, je trouve. Voilà, toute la problématique derrière ça, c'est les financements et les budgets, parce que c'est un problème pour tout le monde, à la fois, enfin, comme on vient de le dire, au final, comme pour les salariés et pour les bénévoles. Et en même temps, c'est dicté par les budgets. On ne peut pas embaucher de nouveaux salariés s'il n'y a pas les sous pour les embaucher. Et donc, on va prendre des bénévoles. Mais voilà, si on pouvait, on embaucherait peut-être les bénévoles pour avoir des salariés. Tout à fait. C'est exactement ce que j'ai lu, Raph, et c'est ce que j'ai vécu. C'est qu'au sein d'une association, la décision d'embauche, elle se réduit à une équation simple. On a des sous, on embauche un salarié. On n'a pas de sous, on prend un bénévole. Point. Mais il y a peut-être un cercle vicieux où c'est parce qu'on croit qu'on peut pas ou parce qu'on peut pas à un instant T qu'on va se reposer sur des bénévoles, que finalement les institutions qui pourraient financer un peu plus, comme l'État ou les collectivités territoriales, vont dire c'est bon, ils ont pas besoin de plus d'argent parce qu'ils ont des bénévoles. Ou je sais pas, on va pas faire plus d'efforts pour chercher des dons parce que finalement on peut fonctionner comme ça. Et donc ça crée un cercle vicieux où on finit par accepter ce fonctionnement qui est pas satisfaisant. Oui, c'est le serpent qui se mord la queue. Ouais. Mais c'est là où l'État a un vrai rôle à jouer, du coup. Ouais. Parce que du coup, par rapport à l'État, on peut quand même se demander s'il utilise vraiment les associations en complémentarité et pas en compensation. Notamment, parfois, les associations, elles sont sous-traitantes du service public. Et en plus, quand il y a des salariés et des bénévoles, pour gagner des marchés, des appels à projets qui peuvent être un peu des appels d'offres déguisés. En fait, en ayant des bénévoles, les associations vont pouvoir parfois gagner donc des appels à projets. Sauf que du coup, ça vient entretenir ce cercle vicieux. Et en même temps, il y a quelque chose d'un petit peu positif, c'est que de plus en plus, quand même, j'apprenais à l'association que les financeurs étaient de plus en plus exigeants sur qui menait les actions, et notamment sur la compétence, et donc sur les salariés. Oui, mais peut-être parce qu'ils donnent moins d'argent, donc il faut bien trouver des critères, et donc ils sont plus exigeants. Tout à fait. Tout à fait, effectivement. Oui, c'est vrai. C'est sûr que c'est une bonne manière de sélectionner. En vérifiant plus, tu sais à qui tu peux donner l'argent. Oui, j'avais pas pensé à ça. Mais tant mieux que le critère soit pertinent. Hein. Oui. Et mène à une amélioration du service potentiellement. Oui. Ouais. Et moi, ce que j'aimerais dire sur cette question du rôle de l'État, c'est que moi, j'ai été du coup dans 2 associations différentes par rapport au financement vis-à-vis de l'État. C'est-à-dire que le mouvement européen chez qui j'étais était en partie financé par le gouvernement parce que d'une certaine façon, il remplissait une mission d'information sur l'Union européenne, de communication là-dessus et d'information du public. Mais d'autre part, Amnesty est une association qui fonctionne uniquement par les cotisations des membres et des dons, pour ne justement pas dépendre des États et donc garantir leur indépendance en termes de rapport sur les droits humains. Enfin voilà, pour pouvoir vraiment dire dans tel ou tel État, les droits humains ne sont pas respectés de telle ou telle manière. Voilà, je voulais simplement dire qu'il y avait aussi ce modèle-là, d'association où l'État n'apporte rien en termes de financement. Et où, du coup, par contre, il y a d'autres problématiques aussi, du coup, de financement qui se posent. Parce qu'évidemment, quand on dépend entièrement des cotisations des membres et des dons et des choses comme ça, potentiellement encore plus compliqué d'avoir une trésorerie suffisante pour faire fonctionner la machine, quoi. Tout à fait. Oui, de ce point de vue-là, si l'État, entre guillemets, prenait ses responsabilités et finançait à une hauteur raisonnable les services qui sont de son ressort, parce que pour moi, enseigner le français aux migrants pour leur permettre de s'intégrer dans la société, c'est l'État qui devrait le prendre en charge à 100% et pas se reposer sur des associations qui auraient besoin de bénévoles. Donc que ça passe par des associations financées par l'État ou directement par un service de l'État, mais en tout cas,
pour moi, voilà, ça devrait être financé par l'État pour que ce soit des professionnels qui le fassent. Et si ça s'était fait, l'argent que l'on donne quand on veut donner un petit peu de notre argent pourrait se concentrer sur des associations qui remplissent des missions comme celle d'Amnesty, qui par définition ne peuvent pas être financées par un État. Donc ça permettrait peut-être une meilleure répartition des dons. Sur l'enseignement du français aux migrants, il y a évidemment des services publics du coup, qui proposent des cours de français aux personnes qui arrivent sur notre territoire. Les politiques actuelles font que le service se dégrade très très fortement et que du coup, il y a un vrai paradoxe d'ailleurs, mais ça même dans toutes les associations, parce qu'en fait, les services publics sont de plus en plus détruits, donc les besoins sont de plus en plus nombreux et on baisse les subventions. Et du coup, on est vraiment là, on a vraiment l'impression d'être là en compensation, justement, en tout cas pour les migrants, mais c'est le cas pour grand nombre d'associations. Et c'est intéressant ce que tu disais, Raph, sur les deux modèles, effectivement, est-ce que l'argent vient de l'État ou du privé ou des individus ? Ça me fait penser justement à une discussion que j'ai eue avec une auditrice de French Baratin, qui est américaine, et qui du coup forcément le modèle est très différent comme souvent entre la France et les États-Unis, où en fait en France on a quand même la chance, et il faut le dire, d'avoir l'État qui donne énormément d'argent en comparaison avec les États-Unis du coup aux associations, et elle était à la direction d'une association, en tout cas l'antenne nationale d'une association internationale, et elle disait que l'État américain ne donnait quasiment rien à son association et que tout venait du privé ou des individus. Et du coup, comme on est français, on peut avoir tendance à dire qu'on aime bien se plaindre alors qu'on est très bien lotis. Je tiens à préciser que du coup, on parle avec notre référentiel et de ce qu'on a déjà. Oui, bien sûr. Et on aimerait que ça reste parce qu'on est très content de cette chance-là qu'on a. Parce que c'était mieux avant. Oui. Voilà, mais c'est pas juste pour râler pour le plaisir, on sait qu'on est bien lotis par rapport à d'autres pays, mais voilà, notre volonté, c'est que forcément, on veut toujours mieux. Je pense que, en tout cas, ça me choque pas, mais voilà. En tout cas, on est habitué à un modèle où l'État organise la solidarité, en quelque sorte. Tout à fait. Tout à fait. Donc, tant qu'on est dans ce modèle-là, on souhaiterait qu'il le fasse bien. Tout à fait. Alors, en conclusion, comme d'habitude, je vais vous demander de quoi vous rêvez pour notre société, entre bénévoles et salariés dans les associations ou au niveau de l'État. Dites-moi tout. Sibylle, est-ce que tu veux commencer ? Ok, alors, comme je viens de le dire, j'aimerais que l'État peut-être prenne plus ses responsabilités dans les domaines dont il est responsable. Logique. Oui, mais a priori, pas tant que ça. Et alors, du coup, j'aurais une proposition en rapport avec ça. Peut-être ce que pourrait faire l'État, puisqu'il a apparemment pas assez d'argent pour tout, ce serait proposer un peu plus des budgets participatifs. Ça voudrait dire que les Français pourraient voter sur Internet, par exemple, de manière assez simple, pour ce qu'ils veulent faire d'une partie du budget de l'État, et notamment en termes d'associations, peut-être, dans quel secteur on aimerait mettre l'argent de nos impôts. Ça pourrait peut-être être intéressant, et peut-être aussi dire qu'on veut mettre un peu plus d'argent pour les associations que pour d'autres domaines où l'État dépense de l'argent. Hyper intéressant. C'est ma proposition politique. Sibylle 2027. Et toi, Raphaël ? Je trouve que les associations, c'est vraiment quelque chose de très important. Parce que oui, parfois les associations jouent un rôle de complémentarité peut-être ou de compensation pour l'État, mais ça va au-delà aussi. Elles font des choses que l'État ne peut pas faire, ne devrait peut-être pas faire, ou un rôle aussi parfois de contrôle de l'État, en pensant évidemment à Amnesty, parfois de mettre l'État un peu devant ses responsabilités dans certains cas. Mais aussi, je pense, à notre épisode sur les océans, qu'on a fait aussi dans ce cadre-là, dans le cadre du podcast, on avait interviewé un salarié de l'association Surfrider, qui est une association donc, qui s'occupe de ramasser le plastique et ce genre de choses dans les océans. Et ça, c'est typiquement aussi une genre de chose, que... Est-ce que ce serait à l'État de s'en charger ? On peut en débattre, mais le fait qu'il y ait des associations dans ce domaine-là est une bonne chose, est important, et voilà, en gros. En gros, tu veux que les associations, ça continue à exister. Exactement.
et que peut-être les salariés et les bénévoles réussissent à se regarder mieux. Enfin voilà, ils sont peut-être les deux faces de la même pièce, mais qu'ils essaient de se regarder l'un l'autre à travers la pièce, je sais pas. Parce que c'est sûr qu'ils peuvent... transparente. Une pièce transparente, voilà, un petit peu, ils se mettent chacun à la place les uns des autres, quoi. Ouais. Même si je pense que dans la plupart des cas, la coopération fonctionne bien, sinon les associations ne fonctionneraient pas du tout. Donc il y a des tensions, certes, mais comme dans n'importe quelle structure. Oui. Et toi, Cécile? Moi, je vais être peut-être assez basique. Je rêve juste que les bénévoles soient réellement en soutien et pas en remplacement des salariés, parce que oui, clairement, on a besoin des bénévoles et heureusement qu'ils sont là. C'est assez génial dans le monde d'aujourd'hui que les gens donnent de leur temps, dans un monde où l'individualisme parfois peut se développer. Je rêve du coup que les salariés des associations soient moins dans la précarité et soient valorisés pour le travail qu'ils font et qui est effectivement un travail pas comme les autres. Et je rêve de la semaine de 4 jours pour pouvoir dédier un 5e jour, du coup, aux associations qui nous plaisent, dont la cause nous touche, parce que c'est pas toujours simple de dédier du temps quand on a un travail à temps plein. Et voilà, donc je rêve de ça. C'est tout pour moi. C'est fini pour aujourd'hui. On espère que l'épisode vous a fait réfléchir sans trop vous faire de nœuds au cerveau. On vous encourage évidemment à soutenir vos associations préférées. Si vous voulez aussi soutenir French Baratin, on ne peut que vous le recommander. Vous pouvez nous soutenir gratuitement en mettant 5 étoiles sur vos applis de podcast, en parlant de nous à vos proches qui apprennent le français, à vos écoles et profs de français sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement en devenant abonné Patreon. Il y a plusieurs niveaux, la transcription complète de l'épisode et des activités bonus. Ce mois-ci, au menu, nous aurons plein de compréhension orale avec des interviews de membres de plusieurs associations, le témoignage de Raphaël, Sybille et moi sur les associations qu'on aimerait rejoindre, de la culture avec la présentation d'une super initiative française pour développer le bénévolat et 4 sujets de production écrite. Les abonnés pourront recevoir la correction de leur sujet préféré. À bientôt dans French Baratin. À bientôt.